discussion. Et aujourd'hui, j'accueille Laura Crapanzono, qui est députée provinciale. Bonjour, Madame Crapanzono. Bonjour, Tout d'abord, merci d'être venue. avec grand plaisir. Vous avez commencé très jeune en politique, élue conseillère communale à seulement 22 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager aussitôt? Euh, J'étais engagée depuis bien plus tôt, je crois. J'étais déléguée de classe dès la première année primaire et donc ça s'est fait plutôt naturellement en participant à diverses simulations, le conseil communal des enfants, puis des ados, puis le parlement jeunesse. Et donc un appétit pour la chose publique, pour l'envie de représenter ceux avec qui je faisais un bout de chemin, notamment à l'école. Et donc voilà. Votre parcours mêle politique et engagement associatif, notamment avec un toit pour la nuit et coup de main. Pourquoi était-il important pour vous de rester proche du terrain? Euh, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, mon engagement politique, il est avant tout un engagement social pour plus de justice sociale, pour plus de solidarité. Et donc, là où je m'investis dans l'associatif, que ce soit un toit pour la nuit ou le coup de main, vous l'avez cité, c'est pour défendre très concrètement ces idées-là. En politique, on peut le faire aussi très concrètement en prenant des mesures, en soutenant des actions, mais les deux sont absolument complémentaires. Je ne m'imaginerais pas arrêter l'un pour faire l'autre. Vous avez été échevine à Serein pendant plusieurs années, notamment en charge des finances. Quelle a été votre plus grande fierté dans cette fonction? Alors, les finances, c'est quelque chose de très abstrait. On a du mal à communiquer dessus. Mhm. Néanmoins, si on ne maîtrise pas les finances, qu'on fasse de la politique, qu'on dirige une entreprise, qu'on soit dans une association, bah, en général, le bateau tangue. Et donc, bah, ma plus grande fierté, c'est d'avoir participé à un travail collectif pour permettre à tous mes collègues de réaliser leurs projets sans mettre à mal la situation financière de la ville, bien qu'elle soit en difficulté. Aujourd'hui, vous êtes député provincial. Qu'est-ce qui change concrètement dans votre manière d'agir et vos priorités? Rien du tout, rien du tout. Non, ça, je crois qu'on peut plutôt me qualifier d'une personne qui ne change pas souvent d'avis et qui est plutôt cohérente ou constante. Ce qui change, par contre, c'est la manière de travailler. À la province, j'ai la chance de disposer d'un cabinet et donc ne pas tout faire toute seule, c'est aussi très précieux, bien que dans les deux cas, à la commune ou à la province, on peut s'appuyer sur l'administration. Donc non, c'est plutôt très ressemblant. Après, à Serein, on vivait en majorité absolue au niveau du collège, alors qu'à la province, on est dans une coalition. Ça change les équilibres et les rapports de force, mais c'est plutôt chouette parce qu'on garde un contact avec le citoyen. Vous insistez sur une gestion rigoureuse et transparente des finances publiques. Comment cela se traduit-il dans vos décisions quotidiennes? Alors, ça, je ne dis pas que ça se traduit quotidiennement, mais en tout cas, dans ma manière d'expliquer, je souhaite pouvoir expliquer de manière très simple une matière complexe. Parce qu'une fois qu'on comprend cette matière complexe, on peut participer activement au débat public, qu'on soit conseiller communal ou provincial. Donc ça, c'est le premier aspect de cette gestion transparente. Le deuxième, c'est alors d'utiliser ma casquette de la communication pour accroître encore la transparence en faisant des contenus, que ce soit sur les canaux officiels de la province ou sur les miens plus personnels. La lutte contre la pauvreté, notamment celle des enfants, semble être un combat central pour vous. Quelles actions concrètes souhaitez-vous mettre en place? Alors, au niveau de l'espace francophone, on sait qu'un enfant sur quatre vit sous le seuil de pauvreté. C'est quelque chose qui doit nous alarmer bien plus que durant la semaine où on fait Viva for Life et où tout le monde là se dit que c'est vraiment problématique. Avec ma casquette de présidente d'un toit pour la nuit, au départ, on n'accueillait pas les enfants. C'était une structure uniquement pour les adultes. Et puis, on a commencé à les accueillir dans des situations exceptionnelles et d'urgence. Et malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que cette situation tend à se généraliser, accueillir des familles
dans la grande précarité. Et donc, les actions concrètes qui ont été mises en place, c'est notamment de nuit, prévoir des espaces où souvent ce sont les mamans qui arrivent avec les enfants dans un état de détresse. Et puis, c'est mettre en place tout un réseau pour leur trouver la meilleure place possible par la suite, parce qu'un toit pour la nuit, c'est rien que pour les situations d'urgence. On ne va pas les faire habiter à l'année auprès de nous, c'est 7 nuits maximum. Vous avez choisi de ne pas siéger comme député fédéral pour respecter les règles anti-cumul. Ce choix a-t-il été difficile à faire? Euh, alors, j'ai aucun regret de ne pas avoir siégé. Euh, il y a une déception de ne pas avoir pu y aller parce que les électeurs savaient que j'étais échevine et ont quand même choisi de voter pour moi pour aller au Parlement fédéral. Et donc, il y avait cet espoir et c'était en discussion au niveau du parti, malgré les statuts, de pouvoir accorder des dérogations aux échevins de villes de plus de 50 000 habitants. Ce n'est pas l'option qui a été retenue. Et donc, moi, j'avais été très, très claire. Ça faisait 6 mois que j'étais échevine et je ne me voyais pas abandonner ce mandat local pour partir à la Chambre. Donc, j'ai été fidèle à ce que j'avais annoncé. Mais les deux me semblaient compatibles. Euh, et ça n'a pas été la voie retenue par le parti. Et quand c'est comme ça, on fait partie d'un groupe et on doit vivre avec les règles du groupe. Vous êtes engagé dans le développement durable et l'innovation numérique. Comment ces enjeux peuvent-ils améliorer concrètement la vie des citoyens? En tout cas, j'ai envie que ces enjeux, tant le développement durable que les enjeux numériques, rencontrent quelque chose dont je vous ai parlé avant, c'est cette plus grande justice sociale. Et j'ai l'impression qu'avec ces deux leviers, le développement durable et toute l'approche numérique, on peut soit en faire des atouts pour la justice sociale et gommer les différences socio-économiques, par exemple, entre les gens. L'écologie, on sait, ça peut notamment être soit source d'égalité, soit elle est plutôt punitive, cette écologie. Moi, je suis de la première école, idem pour essayer de gommer la fracture numérique. Et donc, on essaye de... Par exemple, le vélo électrique, quand j'étais à Serein, c'est très cher, mais on sait que ça peut être une bonne alternative à la voiture à plein d'endroits, surtout quand le territoire est vallonné. Et on a mis en place des primes cumulables à celles de la région pour vraiment dynamiser d'une part le commerce local, mais aussi permettre aux gens ce type d'achat et diminuer la facture essence. Et quand on voit le prix à la pompe aujourd'hui, on se dit que c'était peut-être prémonitoire. Vous êtes aussi maman. Est-ce que cette dimension personnelle influence votre vision politique? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Euh, ces combats de plus de justice sociale, de plus d'égalité, quand on est maman, en tout cas c'est mon cas, on se dit qu'on le fait aussi pour que les générations futures, et pas juste mon enfant, mais que les générations futures vivent dans une société où l'ascenseur social, peu importe si on est né avec une cuillère en argent dans la bouche ou pas, on démarre pas avec les mêmes chances, mais en tout cas à l'arrivée, on peut arriver au même endroit. Et donc, ça, c'est des choses pour lesquelles je me bats peut-être avec encore plus de conviction depuis que je suis maman. Si vous deviez définir en quelques mots votre engagement aujourd'hui, quel est le fil conducteur qui vous guide? Ça, la justice sociale, l'ascenseur social, le fait que moi, je suis pour une production des richesses. Donc, je ne suis pas une nana d'extrême gauche qui pense que le privé, c'est quelque chose de très mauvais. Moi, je ne crois pas à ça. Le monde entrepreneurial va créer toute une série de richesses qui va permettre à l'économie de tourner. Mais par contre, où là, mon socialisme va s'exprimer, c'est sur ce qu'on fait après de cette richesse. Je crois qu'il y a une partie qui doit être utilisée pour la sécurité sociale, pour finalement permettre à tout le monde, en cas de besoin, d'avoir un petit matelas pour amortir la chute, parce que dans tous les cas, la roue, elle peut tourner. On peut arrêter de travailler parce qu'on on dit à maman, il a le congé de maternité, c'est important, mais il doit être financé parce qu'on perd son emploi. Avant d'en retrouver un, bah, il ne faut pas qu'on se retrouve sans rien. Donc voilà, moi je travaille à une société
plus juste, mais je crois que tous les politiques que vous allez interviewer vont vous dire ça. Mais le plus juste pour moi, c'est plus égalitaire et avec une production de richesse parce que c'est ce qui fait tourner notre société. Merci beaucoup, Laura Crapanzano, d'être venue et d'avoir partagé cette belle discussion avec moi. Merci à vous. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.